53%. Hmm. C'est la proportion de la population mondiale qui a adopté l'IA générative au cours des 3 dernières années. Ouais, c'est un chiffre qui donne le vertige. Complètement. Si on regarde l'histoire des technologies, l'ordinateur personnel a mis des décennies pour s'approcher de ce niveau d'intégration dans nos vies. On est face à une accélération qui pulvérise vraiment tous nos repères habituels. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet de notre plongée d'aujourd'hui. Il y a un paradoxe énorme. Hmm. C'est ce que révèle le tout nouveau rapport 2026 AI Index de l'Université de Stanford. Le fameux rapport annuel. Exactement. Le rapport montre que cette même technologie, qui est adoptée par plus de la moitié de la planète et qui est capable d'écrire des logiciels hyper complexes, elle ne sait toujours pas lire l'heure sur une montre à aiguille. Ah, ça c'est vraiment toute la subtilité de la période qu'on traverse en ce moment. Pour ceux qui nous écoutent et qui suivent de près l'évolution technologique, ce rapport de Stanford, c'est vraiment la boussole annuelle indispensable. C'est la Bible, quoi. C'est ça. Et le fil conducteur qui émerge des milliers de points de données de cette édition 2026, c'est vraiment cette notion de contradiction systémique. C'est-à-dire? D'un côté, on a l'industrie qui produit une puissance brute inouïe. Le rapport dit que plus de 90% des modèles de pointe ont été générés en 2025. Ouais, c'est massif. Mais de l'autre côté, quand on dépasse un peu les gros titres et qu'on analyse comment c'est déployé dans le monde réel, on découvre une réalité super fragmentée. C'est rempli de zones de friction, qu'elles soient matérielles, géopolitiques ou même tout simplement humaines. Et notre mission aujourd'hui, c'est justement d'extraire ces pépites de connaissances pour comprendre la vraie trajectoire de l'IA au-delà du simple battage médiatique. Parce que, on est d'accord, lire les communiqués de presse d'une grande entreprise de la Silicon Valley, ça suffit plus. Ah non, ça c'est sûr, ça ne suffit plus du tout. Ok, décortiquons un peu ça. Commençons par regarder ce qui se passe sous le capot de ces modèles sur le plan technique. Les chiffres mis en avant par Stanford sont étourdissants. Ils le sont, oui. Le rapport souligne que les modèles de pointe atteignent ou même dépassent les capacités humaines sur des questions scientifiques de niveau doctorat. Mhm. Et sur un test de codage très spécifique, le SW Bench vérifié, les performances sont passées d'environ 60% de réussite à près de 100% en un an, en un seul an. Ouais, et là, il faut bien comprendre ce que signifie ce test SW Bench pour mesurer l'ampleur du bond en avant. C'est pas juste, on ne demande pas à la machine d'écrire une petite fonction isolée, tu vois. C'est pas le petit script de base. Pas du tout. Ce benchmark, il évalue la capacité d'un agent IA à naviguer dans une base de code réelle, une base massive, à identifier l'origine d'un bug super complexe qui a été signalé sur GitHub et à proposer un correctif qui fonctionne du premier coup. D'accord. Donc passer de 60 à près de 100%, ça veut dire que sur ce périmètre très précis, le modèle fait un travail comparable à celui d'un ingénieur logiciel senior. C'est vertigineux, mais c'est précisément là que j'ai besoin de comprendre la logique. Parce que dans le même rapport, on lit que Gemini DeepThink a gagné une médaille d'or à l'Olympiade internationale de mathématiques. Exact. La médaille d'or. Mais en parallèle, ces mêmes meilleurs modèles du monde, ils ne lisent correctement une horloge analogique que dans 50,1% des cas. Ouais, le fameux test de l'horloge. C'est l'équivalent de jouer à pile ou face pour savoir s'il est 14 heures ou 16 heures. En fait, j'ai l'impression d'avoir un génie dans mon salon, un prix Nobel de physique quantique capable de résoudre les mystères de l'univers, mais qui serait incapable de lasser ses propres chaussures ou de se faire cuire un œuf. Comment on explique un tel grand écart ? Ton analogie du prix Nobel, elle est parfaite pour illustrer ce que les chercheurs appellent la frontière en dents de scie. C'est un concept clé. La frontière en dents de scie. Ouais, en fait, notre cerveau humain a un biais très fort d'anthropomorphisme. On présume, à tort, que si une entité maîtrise le calcul différentiel hyper complexe, elle a forcément le bon sens spatial de base d'un enfant de 5 ans. Ce qui paraît logique pour un humain. Totalement logique pour nous. Mais ces réseaux de neurones, ils ne comprennent pas le monde physique de cette façon. Ce sont des moteurs de prédiction statistique. Ils sont super sophistiqués, mais la lecture d'une horloge, ça exige une inférence spatiale et géométrique qu'un modèle entraîné sur du texte a beaucoup de mal à conceptualiser. Ah, je vois. Et il y a un autre exemple fascinant dans le rapport qui illustre ça. C'est l'environnement OS World. OS World, de quoi s'agit-il exactement ? C'est un simulateur. Il teste la capacité des agents IA à manipuler des interfaces d'ordinateur exactement comme le ferait un humain. Genre, ouvrir un navigateur, cliquer sur des menus déroulants, copier-coller des données entre deux applications différentes. Des trucs de secrétariat de base, en gros. Voilà. Et les performances ont bondi, c'est vrai, passant de 12% l'année dernière à environ 66% de réussite aujourd'hui.
Attends, je suis un peu confus ici. Si je calcule bien, 66% de réussite, ça veut dire qu'une fois sur 3, l'agent échoue sur des tâches basiques de navigation. Exactement. Un échec sur 3. Mais du coup, comment l'industrie peut justifier le déploiement massif de ces agents dans des entreprises avec un taux d'erreur aussi élevé sur les processus structurés? On n'est pas un peu en train de vendre du rêve aux investisseurs, là? Du marché actuel. L'industrie vend une intelligence générale, là où elle n'a pour l'instant qu'une série d'hyperspécialistes très étroits. Des idiots savants, en quelque sorte? C'est un peu ça. On intègre ces agents dans des flux de travail critiques en pariant sur l'amélioration continue. Sauf que la réalité mathématique montre que l'architecture même de ces modèles les rend structurellement fragiles face au moindre imprévu. Ce qui m'amène à une contradiction encore plus grande. Si ces modèles ont des lacunes logiques si profondes, pourquoi est-ce qu'on construit une infrastructure physique aussi colossale pour les soutenir? Tu penses au centre de données? Le rapport indique que les États-Unis abritent actuellement 5427 centres de données dédiés à l'IA. 5000. C'est 10 fois plus que le deuxième pays sur la liste. C'est massif et hyper gourmand en énergie. On parle de complexes gigantesques qui ont besoin de leur propre sous-station électrique, de quantités d'eau industrielle pour refroidir les serveurs. C'est pas démesuré par rapport aux capacités réelles. Ce qui est fascinant ici, c'est la stratégie de l'industrie. En fait, ils tentent de pallier les faiblesses de raisonnement dont on vient de parler par la force brute. Toujours plus de puissance. Exactement. Le paradigme actuel, c'est plus on injecte de puissance de calcul et de données, plus on espère aplanir cette fameuse frontière en dents de scie. Mais le rapport de Stanford met en lumière une contrainte physique implacable. Laquelle? Toute cette puissance de calcul repose sur un goulet d'étranglement sans précédent dans l'histoire de l'industrie. Presque toutes les puces de pointe qui font tourner ces 5427 centres de données proviennent d'une seule entreprise, la fonderie TSMC, basée à Taïwan. Attends. Analysons bien cette situation. On construit 5000 centres de données à travers tout un continent, on investit des milliards dans des réseaux électriques pour les alimenter, mais la moindre perturbation à Taïwan pourrait paralyser tout l'écosystème. Ouais, c'est exactement ça. Même si TSMC a ouvert une usine aux États-Unis récemment, la dépendance reste totale. N'est-ce pas la définition même d'un château de cartes monumental? C'est un risque systémique inacceptable, non? La vulnérabilité matérielle est extrême, c'est indéniable. Mais il y a pire. Ce qui émerge des données, c'est que cette fragilité de l'infrastructure s'accompagne d'une fragilité logicielle tout aussi préoccupante. Comment ça? Eh bien, pendant qu'on déploie cette puissance inouïe, le nombre d'incidents majeurs liés à l'IA, des incidents documentés officiellement, a bondi à 362 cette année, contre 233 en 2024. Mais ça n'a aucun sens. Si des modèles passent de 60 à 100% sur les tests de codage, ils ne devraient pas être mieux codés et donc plus sûrs. Pourquoi les incidents grimpent en flèche en même temps que les capacités? C'est le paradoxe de la sécurité en IA. On appelle ça souvent la taxe d'alignement. Le rapport souligne que les méthodes pour sécuriser un modèle entrent en conflit direct avec ses performances. C'est l'un ou l'autre en fait. Imagine un curseur. Si tu pousses la sécurité au maximum pour éviter toute réponse dangereuse ou toxique, le modèle devient super peureux. Il refuse de répondre à des questions bénignes et sa précision mathématique se dégrade. Et si on fait l'inverse? Si tu optimises pour la performance pure et l'exactitude, les garde-fous sautent. Et face à ce choix, les développeurs subissent la pression des investisseurs. Le marché récompense les capacités qui en mettent plein la vue, pas la prudence. L'évaluation de sécurité passe à la trappe donc. Elle est à la traîne, ouais. L'incitation économique pousse à publier le modèle d'abord et à colmater les brèches ensuite. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que cette obsession de la puissance et de la vitesse, ça redéfinit complètement les équilibres mondiaux. Pendant des années, on nous disait « la Silicon Valley invente, la Chine essaie de copier Ce narratif est bel et bien mort. ». Clairement. Les statistiques de 2026 montrent que l'écart de performance entre les États-Unis et la Chine s'est volatilisé. Le rapport note que le modèle DeepSeek R1 a égalé les références américaines. Et en mars de cette année, le meilleur modèle d'Anthropic ne conservait qu'une avance minuscule de 2,7%. 2,7%, c'est la marge d'erreur à ce niveau-là. Exactement. Mais là où ça devient fou, c'est l'argent. Les États-Unis écrasent tout avec 285,9 milliards de dollars d'investissement privé. C'est 23 fois le montant investi en Chine. 23 fois, oui. Ils ont créé près de 2000 nouvelles entreprises l'an dernier. Et pourtant, avec un budget 23 fois inférieur, la Chine fait jeu égal sur la technique, publie plus d'articles scientifiques et domine sur les robots industriels. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est fascinant de voir comment l'avantage financier américain s'érode. Il y a un chiffre sur une immigration qui m'a scotché.
C'est mon analogie de l'équipe de sport. Imagine une équipe ultra riche, qui claque des milliards pour construire les meilleurs stades. Mais soudainement, les joueurs étoiles refusent de signer chez eux. La fuite des cerveaux. Ou le non-renouvellement. Ouais. L'immigration de chercheurs en IA vers les États-Unis a chuté de 89% depuis 2017. Et rien que l'année dernière, une baisse de 80%. Les cerveaux mondiaux fuient. Comment c'est possible? Les raisons sont multiples. Le climat géopolitique, les visas restrictifs, c'est certain. Mais surtout, le rapport parle de l'émergence de la souveraineté de l'IA. C'est-à-dire que chaque pays veut son IA. Voilà. Et grâce à l'open source, un chercheur brillant n'a plus besoin de déménager en Californie pour travailler sur les meilleurs modèles du monde. Il peut le faire depuis chez lui. Les gouvernements financent leurs propres supercalculateurs pour garder leur talent. Le rapport cite d'ailleurs des pays qu'on n'attendait pas du tout. Absolument. Les données montrent une carte du monde totalement redessinée. La Corée du Sud, par exemple, mène le monde en termes de brevets déposés par habitant. La Corée du Sud, oui. Et si tu regardes la croissance des compétences en ingénierie IA, ça explose dans les Émirats arabes unis, au Chili, en Afrique du Sud. L'open source redistribue les cartes, le reste du monde dépasse l'Europe et rattrape les États-Unis sur des plateformes comme Gital. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour le commun des mortels? Comment cette guerre géopolitique impacte notre quotidien? Sur le plan économique, le rapport dit que la valeur estimée de ces outils pour les consommateurs américains est de 172 milliards de dollars. La valeur par utilisateur a triplé. L'outil est devenu indispensable, pour beaucoup, oui. Mais là encore, un paradoxe. Singapour et les Émirats dominent l'adoption avec respectivement 61% et 54%, tandis que les États-Unis ne sont que 24e avec 28,3%. Pourquoi un tel retard chez les inventeurs de la technologie? Ça s'explique par la nature des institutions. À Singapour ou aux Émirats, les politiques nationales poussent l'intégration de haut en bas, très vite. En Amérique du Nord ou en Europe, les entreprises et les écoles sont beaucoup plus prudentes, bloquées par des peurs juridiques. En parlant d'école, la situation est presque absurde. Plus de 80% des étudiants utilisent l'IA, mais seulement 6% des professeurs trouvent que les règles de leur établissement sont claires. C'est comme si les étudiants couraient un marathon en jetpack et les profs n'ont même pas le livre des règles. C'est une excellente image. Et cette asymétrie dans l'éducation, c'est le symptôme d'un truc plus profond que le rapport appelle le gouffre de la confiance. Le gouffre de la confiance. Oui, écoute ces chiffres. 73% des experts pensent que l'IA aura un impact positif sur l'emploi. Mais dans le grand public, seulement 23%. 50 points d'écart. Pourquoi les gens sont si terrifiés alors que les experts se réjouissent? Parce que la confiance est fragmentée. L'expert, lui, voit la trajectoire technique, l'efficacité, la productivité. Le public, lui, ressent l'anxiété immédiate sur son propre métier et surtout sans cadre réglementaire. D'ailleurs, la confiance dans le gouvernement américain pour réguler l'IA a chuté à 31%. C'est pour ça que l'Europe, avec ses lois strictes, inspire plus confiance mondialement, non? Exactement. L'innovation sans règles crée mécaniquement de la peur. Bon, si on récapitule notre voyage, on est passé d'une IA capable de résoudre des théorèmes, mais incapable de lire l'heure, à une course folle au centre de données, une fuite des cerveaux inattendus, et un public enrichi mais super angoissé. C'est un bon résumé. Et pour ceux qui nous écoutent, la leçon c'est qu'il faut arrêter de regarder uniquement les scores des intelligences artificielles sur des tests isolés et plutôt prêter attention à ces énormes zones de friction. Tout à fait. Et ça soulève une question importante pour conclure, une donnée du rapport dont on n'a pas encore parlé. Je t'écoute. On a parlé de la baisse de 89% de l'immigration, mais en Amérique du Nord, le nombre de nouveaux doctorants en IA a augmenté de 22% ces 2 dernières années. Ah bah c'est une bonne nouvelle pour la Silicon Valley. Ça compense Moisé? Eh bien non, justement. Le rapport révèle que ces brillants doctorants font le choix massif de prendre des postes dans les universités ou la recherche publique, pas dans l'industrie privée. Attends, vraiment? Ils tournent le dos au salaire mirobolant de la tech? Exactement. Ce qui nous laisse avec une réflexion fascinante. Si les talents étrangers ne viennent plus et que les génies locaux préfèrent l'université aux géants du web, est-ce que l'industrie de l'IA pourrait bientôt manquer de cerveaux humains pour créer la prochaine génération d'IA ? Ah, waouh! Est-il possible que l'avenir de l'innovation ne vienne plus des entreprises surcapitalisées de Californie, mais des communautés open source en Afrique du Sud, au Chili, ou des laboratoires publics? Je pense que ça invite vraiment à repenser la place de l'humain dans ce futur automatisé. C'est une pensée incroyable sur laquelle méditer.
La révolution ne viendra peut-être pas d'où l'on l'attendait. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui, et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage.